Dès sa première œuvre, Tropisme, publiée en 1939, Nathalie Sarraute s'intéresse à ces mouvements indéfinissables qui sont enracinés dans l'expérience de chacun de nous et qu'elle appelle justement tropisme. Nous retrouvons cette thématique dans ses romans, mais aussi dans son œuvre théâtrale qu'elle débute tardivement avec Silence en 1964, pièce écrite à la demande d'une radio allemande. 6 autres pièces suivront jusqu'à Pour un oui ou pour un non, dernière pièce de l'auteur en 1982, elle aussi initialement conçue comme pièce radiophonique avant d'être représentée sur scène en 1986. C'est l'œuvre la plus jouée de Sarraute, une pièce sans acte ni scène et sans action au sens traditionnel, puisqu'elle est ici remplacée par un flux et un reflux du langage, comme le précise Sarraute elle-même. La pièce débute in media res, un ami, H1, rend visite à un autre, H2, car il trouve qu'une distance s'est instaurée entre eux qu'il ne comprend pas. Progressivement, nous apprendrons que la distance prise par H2 est due au ton d'une petite phrase prononcée par H1, c'est bien ça. Peu à peu, les personnages vont exprimer ce que d'ordinaire on ne dit pas, révéler les non-dits et les interprétations de chacun. Et au fil de la pièce, le conflit s'intensifie. Le passage que nous allons étudier se situe vers la fin de la pièce et constitue le point culminant du conflit. H1 et H2 en arrivent à la conclusion qu'ils appartiennent à 2 camps adverses. Aussi, nous nous demanderons au cours de notre analyse comment Nathalie Sarraute parvient à montrer que, sous ce qui semblait être un simple malentendu amical, se cache en réalité la violence des relations sociales et l'opposition fondamentale entre 2 visions du monde incompatibles. Mouvement du texte. Premier mouvement, la prise de conscience de H2, de mon Dieu à c'est toi ou moi. Deuxième mouvement, la confrontation des valeurs de là tu vas fort à non. Troisième et dernier mouvement, le dévoilement du jugement social et la résistance d'H2, de si je vais le dire pour toi jusqu'à j'y suis trop bien. Mon Dieu, et moi qui avais cru à ce moment-là, comment ai-je pu oublier ? Mais non, je n'avais pas oublié, je le savais, je l'ai toujours su. Su quoi ? Su quoi ? Dis-le ! Su qu'entre nous, il n'y a pas de conciliation possible, pas de rémission. C'est un combat sans merci, une lutte à mort, oui, pour la survie. Il n'y a pas le choix, c'est toi ou moi. Là, tu vas fort. Mais non, pas fort du tout. Il faut bien voir ce qui est. Nous sommes dans 2 camps adverses. 2 soldats de 2 camps ennemis qui s'affrontent. Quel camp ? Ils ont un nom ? Ah, les noms. Ça c'est pour toi. C'est toi, c'est vous qui mettez des noms sur tout. Vous qui placez entre guillemets. Moi, je ne sais pas. Eh bien moi je sais, tout le monde le sait. D'un côté, le camp où je suis, celui où les hommes luttent, où ils donnent toute leur force, ils créent la vie autour d'eux. Puis, celle que tu contemples par la fenêtre, mais la vraie, celle que tous vivent. Et d'autre part, eh bien, non. Si, je vais le dire pour toi. Eh bien, de l'autre côté, il y a les ratés. Je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, tu travailles ? Oui, juste pour me permettre de vivoter. Je n'y consacre pas toutes mes forces. Ah, tu en gardes ? Je te vois venir. Non, je n'en garde pas. Si, tu en gardes. Tu gardes des forces pour quoi ? Qu'est-ce que ça peut bien te faire ? Pourquoi faut-il toujours que tu viennes chez moi, inspecter, fouiller ? On dirait que tu as peur. Peur ? Peur ? Oui, peur. Ça te fait peur ? Quelque chose d'inconnu, peut-être de menaçant qui se tient là, quelque part, à l'écart, dans le noir. Une taupe qui creuse sous les pelouses bien soignées où vous vous ébattez. Il faut absolument la faire sortir. Voici un produit à toute épreuve. C'est un raté. Un raté. Aussitôt, vous le voyez ? Le voici qui surgit au dehors, il est tout agité. Un raté ? Moi ? Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que vous dites ? Mais non, je n'en suis pas un, ne croyez pas ça. Voilà ce que je suis, voilà ce que je serai. Vous allez voir, je vous donnerai des preuves. Non, n'y compte pas. Même ça, même un raté, si efficace que ça puisse être, ne me fera pas quitter mon trou, j'y suis trop bien.
Le passage s'ouvre sur un constat de H2 qui va montrer que ce qui était refoulé, comment ai-je pu oublier, interrogative ici, devient soudain évident avec les deux négations, non, je n'avais pas oublié. La répétition, la polyptote même, de je le savais, je l'ai toujours su, et la construction fragmentée de la réplique montre l'agitation intérieure du personnage, et l'adverbe de temps toujours ici illustre le passage des sentiments enfouis, mais qui existent malgré tout, vers la surface de la conscience, et le pronom le, avec l'élision ici, l'apostrophe, ne nomme toujours pas le conflit, mais en annonce le dévoilement. L'insistance d'H1 est immédiate en répétant 2 fois la même question, qui d'ailleurs relance l'affirmation de H2 à la réplique précédente, su, montre à la fois son besoin de savoir justement, et peut-être qu'enfin il mesure la gravité de la situation. L'impératif qui termine la réplique insiste sur son impatience mais aussi son inquiétude. H2, par sa construction syntaxique de la réplique, montre qu'il semble avoir décidé de mettre un terme à tout cela. Il y a une absence de verbe dans sa réponse, de verbe conjugué, su qu'entre nous, il ne reprend que le participe, qui donne une impression de vérité brute qui va être jetée, comme ça, à la figure de H1. On a des phrases courtes et saccadées, dont 4, quand même, sont à la forme négative. Pas de conciliation, pas de rémission, combat sans merci, il n'y a pas, etc. Il y a aussi une gradation dans la violence des mots qu'il emploie. Pas de conciliation possible. On a le champ lexical de la guerre, donc lutte à mort, combat sans merci. Donc on a à la fois le champ lexical du combat, de la guerre, et celui de la maladie avec rémission. Le mot survie, ici, donne au conflit une dimension plus existentielle. Pour la survie, il veut dire préserver son identité profonde face à l'autre. Et enfin, la conclusion lapidaire, c'est toi ou moi, résume la violence de ce conflit et ne permet plus de compromis. Dans cette réplique, on a l'impossibilité de toute réconciliation. Et la tension qui jusque-là était implicite entre les personnages se manifeste ici totalement clairement. D'où la réplique d'H1, là tu vas fort, qui n'avait visiblement pas mesuré l'état où en était leur amitié. D'autant que H2 va affirmer son désaccord par la négation, mais non, et pas fort du tout. Sous-entendant qu'il dit quelque chose qui est une évidence. Il poursuit et développe en insistant sur le lexique de la guerre encore, avec la métaphore militaire, 2 camps adverses, 2 soldats, 2 camps ennemis, et s'affrontent. Il y a donc une division très visible ici entre H1 et H2. Le conflit n'est plus présenté comme une simple dispute, mais comme l'affrontement de 2 visions du monde incompatibles, avec la répétition 2, 2 et 2, ici, qui sépare bien les 2 individualités. Le rationalisme de H1, qui a besoin que les choses soient claires, soient nommées, le pousse à une interrogative, quel camp ? Et surtout, à nommer ces camps. Parce que H1 a une vision ordonnée et structurée du langage et du monde. Et c'est d'ailleurs ce que va lui renvoyer H2. Ah, les noms, ça c'est pour toi. Le pronom ici, pour toi, est un rejet de la vision du monde trop classifiée de H1 par H2. Ensuite, on a ici une insistance, avec le présentatif, c'est toi, et le passage du toi au vous, c'est vous, qui renvoie H1 à sa classe sociale, à sa caste. Vous qui mettez des noms, surtout vous qui placez entre guillemets, et on retrouve ici un précédent conflit, au début de la pièce par exemple, sur l'emploi des guillemets pour parler de poète ou de poétique concernant H2. Moi je ne sais pas, ici, la négation va insister sur une utilisation différente du langage qui correspond à une vision différente du monde. L'une est une vision rationnelle, c'est H1, et celle de H2 est beaucoup plus intuitive. Et c'est bien là que se situe l'incompatibilité fondamentale entre H1 et H2. Il y a opposition entre 2 mondes en fait. Eh bien moi, je sais, tout le monde le sait, etc. Son camp, pour lequel il va employer des termes valorisants, celui où les hommes luttent, donnent toute leur force, créent la vie autour d'eux, la vraie. H1 décrit son monde comme un monde productif, créatif, et accuse H2 d'être un contemplateur passif, pas celle que tu contemples de la fenêtre, avec le verbe contempler, qui suggère qu'il n'y a pas d'action. En plus, par le jeu des singuliers et les pluriels, tout le monde, les hommes, ils donnent, ils créent, eux, tous vivent, qui viennent s'opposer ici au tu, que tu contemples. Et qui, finalement, suggère une séparation qui était déjà là avec la métaphore de la fenêtre, une distance avec la vraie vie, et cette opposition singulier-pluriel va faire de H2 un marginal, un parasite.
Mais H1 ne va pas au bout de sa pensée, puisqu'il finit sa réplique par « eh bien » avec des points de suspension. Et là, on a un échange comme ça, 3 fois, eh bien, qui montre l'impossibilité ou le refus de H1 d'aller plus loin, parce qu'il sait les conséquences de ce qu'il va dire. Et donc, il finit même par un refus catégorique. Non, même s'il y a les points de suspension. C'est alors H2 qui prend la parole, et qui, avec un adverbe si en début de phrase qui est extrêmement fort, qui marque une affirmation forte en opposition avec H1. Et H2 va verbaliser ce qu'il pense être le jugement implicite de H1 à son égard. Je vais le dire pour toi. Et donc il va révéler en quelque sorte le non-dit, la sous-conversation. Et bien de l'autre côté, il y a les ratés, qui sont entre guillemets d'ailleurs. Ce mot clôt la réplique et témoigne du mépris que H2 pense lire dans les propos et l'attitude de H1. C'est donc H2 ici qui prend l'initiative d'exprimer ce qu'il croit être la pensée de H1 et s'approprie le discours de l'autre. Réaction de H1, nier. Je n'ai pas dit ça, donc H1 refuse d'assumer les propos que H2 lui attribue. D'ailleurs, tu travailles, l'utilisation ici de d'ailleurs montre qu'il tente de nuancer l'opposition qu'il a énoncée plus haut. Et donc il va prendre une réalité objective, tu travailles, mais les points de suspension contredisent cette tentative de justification. Il suggère même une hésitation comme si H1 n'était pas totalement convaincu par son propre argument. On a donc là un point de tension très fort. Oui, juste pour me permettre un. Donc, dans la réplique de H2, il faut surtout remarquer la scission entre leurs deux mondes, en opposant juste pour vivoter, d'un côté, et la négative, je n'y consacre pas toutes mes forces, qui, elle, est une critique implicite du mode de vie de H1. Donc toujours la scission entre les deux modes, et les deux mondes, et les deux manières de vivre, les deux valeurs fondamentales. La réplique de H1, « Ah, tu en gardes ?» Ici, l'interjection marque une fausse surprise. La brièveté de la question lui donne une dimension accusatoire. « Ah, tu en gardes ?» Nouveau refus de H2, avec 3 négations. Non, je n'en garde pas. Réplique de H1, qui recommence à débuter par le « si », l'adverbe « si », qui marque une forte affirmation, et qui est accusateur. « Si, tu en gardes ». De plus, H1 est intrusif et insistant. C'est une affirmative ici, c'est une assertion, tu en gardes. Et pourquoi ? Cette intrusion, à nouveau, va provoquer une réaction de colère chez H2. La réplique s'ouvre sur une question accusatoire. Qu'est-ce que ça peut bien te faire ? Et H2 va poursuivre en réemployant des termes déjà présents dans la scène avec les voisins. Toujours que tu viennes chez moi inspecter, fouiller. L'adverbe toujours marque la récurrence de ce comportement chez H1, ou en tout cas ce que H2 considère comme une récurrence de ce comportement. Et chez moi délimite un territoire mental que H2 voudrait conserver, et qu'il a le sentiment d'être violé par H1. Inspecter, fouiller sont des verbes forts, intrusifs, et H2 cette fois va tenter une explication possible, c'est au conditionnel, on dirait que tu as peur, qui va en quelque sorte inverser le rapport de force. D'ailleurs, la ponctuation de la réplique d'H1, l'interrogative et l'exclamative, peur, signale son étonnement et son indignation. D'ailleurs, il n'y a plus de phrase, il y a juste le même mot répété 2 fois. Reprise par H2, oui, peur, qui accuse alors H1, et par extension la société conformiste à laquelle il appartient, d'avoir peur de ce qui échappe à leur catégorie. On a l'image de quelque chose d'inconnu, menaçant, se tient là, quelque part, à l'écart dans le noir, tout ça, avec le rythme ternaire, quelque part, à l'écart dans le noir, illustre cette angoisse que H2 semble voir chez H1, cette angoisse face à l'altérité, et qui fait que les choix de H2 semblent être une menace pour le monde de H1, et c'est pour ça que H2 emploie le mot peur. En fait, H2 va ensuite utiliser une métaphore filée et se comparer à une taupe. Une taupe qui symbolise sa position marginale, son refus des normes sociales telles que H1 les conçoit. Et qui creuse sous les pelouses bien soignées, évidemment. Il y a une ironie ici, c'est l'ordre social que H1 cherche à préserver. Et H2 se positionne comme une force subversive, destructrice, une taupe qui creuse, et qui donc, symboliquement, menace cet ordre établi. Une taupe qui creuse et qui s'oppose à « vous vous ébattez », l'opposition toujours entre singulier et pluriel, la taupe qui détruit. Il faut absolument la faire sortir, etc. Il faut donc éliminer la taupe. Le produit miracle à utiliser pour ça, c'est le traité de raté. Parce que le mot va produire l'effet attendu, la taupe sort de son trou, avec ici l'efficacité du produit avec l'adverbe de temps aussitôt, qui montre la simultanéité de la réaction. Aussitôt, vous le voyez ? Le voici qui surgit, qui vient aussi
renforcer cette efficacité de réaction produite par le mot raté. Et là, H2 utilise un dialogue fictif au discours direct qui poursuit la métaphore. Et H2 va ainsi exprimer la réaction de la taupe. Alors dans un premier temps, la taupe va d'abord nier son statut de raté par une succession d'ailleurs de questions rhétoriques. Un raté, moi, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que vous dites? Et finir par une dénégation. Mais non, première négation. Je n'en suis pas un, deuxième. Ne croyez pas ça, troisième négation. Et ensuite, discours de la taupe, arrivé, en fait, à la soumission aux valeurs du monde de H1, avec voilà ce que je suis, voilà ce que je serai, vous allez voir, je vous donnerai des preuves. Donc, le passage du présent, je suis, serai, futur proche même, illustre ce qui est attendu par H1 et ses pairs. Que le raté, le marginal, accepte de se plier à leurs valeurs. Je vous donnerai des preuves. Or, la réaction de H2 ici est sans appel. Non, n'y compte pas. La phrase est courte. Adverbe de négation, plus négation totale, ici. Et donc, cette fin de réplique montre le refus catégorique de H2 de se plier à cette volonté. Et en plus, c'est un impératif. C'est un impératif négatif qui prolonge et renforce le refus initial. C'est sans appel. Et cette négation, elle marque une rupture nette dans le discours. C'est un acte de résistance clair, explicite, qui oppose de la part de H2 un refus catégorique aux attentes de H1, et donc à la pression sociale qu'il représente. Par cette négation, H2 affirme son identité. Même ça, même un raté, etc. On a le retour ici au jeu, donc à l'identité propre de H2, et le futur ne me fera pas quitter est une affirmation d'un choix de vie, d'une forme d'authenticité existentielle contre le conformisme social de H1. Pas quitter mon trou, j'y suis trop bien, c'est une déclaration d'indépendance en fait. H2 revendique sa position en marge de la société, puisque mon trou, comme un choix délibéré satisfaisant. Donc ici, H2 verbalise clairement l'opposition entre sa vision du monde et celle de H1, et défend son choix existentiel. Dans cette réplique, on voit l'émancipation définitive de H2 face aux tentatives de catégorisation et de transformation de H1. Mais du coup, il y a impossibilité de réconciliation véritable, puisque justement, chacun reste dans son camp et avec ses valeurs. Conclusion. Ainsi, Nathalie Sarraute, dans ce passage, de pour un oui ou pour un non, parvient à dévoiler les mécanismes profonds qui sous-tendent les relations humaines. Ce qui semblait n'être qu'une simple brouille entre amis se révèle en réalité la confrontation de deux mondes aux valeurs qui semblent irréconciliables. Les mots sont bien des armes pour les deux camps opposés. Celui de l'action, de la production sociale, qui est valorisé par H1, face à celui de la contemplation et de la marginalité que revendique H2. Le besoin de catégorisation de H1, de rationalisme, contre le refus des étiquettes de H2. Et puis, la force de la métaphore de la taupe, c'est de nous montrer la violence des normes sociales dominantes sur ceux qui les refusent ou s'en écartent.